D'une pharmacie, il semble bien que c'est ce qu'on pouvait acheter dans une pharmacie du centre-ville de Trois-Rivières. En tout cas, quand Jean-Yves Hubert y travaillait, l'employé a été piégé par un agent double de la police de Trois-Rivières. Pierre Delavoie nous raconte cette affaire. Il aura fallu plusieurs mois d'enquête à la police de Trois-Rivières pour procéder à l'arrestation de Jean-Yves Hubert. L'homme de 56 ans est à l'emploi de la pharmacie Yves Brouard du centre-ville depuis plus de 22 ans. Il aurait effectué une transaction de cocaïne à la pharmacie avec un agent double de la police avant d'être arrêté vers 16 h mardi. M. Brouard se doutait de certaines irrégularités, mais pas à ce point. Moi, je n'ai pas d'affaire dans ça, là. Vous n'étiez pas au courant de ça? Écoute, au courant de ça, de quoi, là? Bien, du fait qu'il pouvait vendre de la drogue, de la cocaïne à des clients à partir de la pharmacie. Non, je ne suis pas vraiment au courant, puis je ne peux pas te faire de commentaire. Mais tu sais, comme je t'ai dit, on ne peut pas être à côté de tout le monde, puis surveiller continuellement, puis s'enquêter sur les vues personnelles. Selon la sécurité publique, Hubert avait sur lui, lors de son arrestation, 6 sacs d'1/4 de gramme de cocaïne. Je sais qu'il y avait des gars criminels noirs, là. Il y avait des gars de chevaux, puis pas le même. Ça me surprend pas mal, parce que je me sens qu'il est rendu à la passer que j'ai certain. Ça me surprend bien gros. Est-ce que ça vous surprend? Ben oui, ça me surprend. C'est un bon monsieur. À son domicile de la rue Saint-Angèle, 14 petits sacs de cocaïne ont également été saisis, en plus de 12,5 grammes de cette substance illicite et plus de 1 000 $. C'est aussi à cette même adresse qu'Isabelle Rioux, 35 ans, a été arrêtée pour trafic de stupéfiants. Effectivement, c'est des accusations qui sont sérieuses. La plupart sont passibles d'emprisonnement à perpétuité. C'est certain qu'il ne se sent pas bien, comme toute personne qui est incarcérée pour la première fois. Tout indique qu'Hubert ne retravaillera plus à la pharmacie. Ben écoute, il va sûrement la perdre, son emploi, là. Qu'est-ce que je fasse avec ça, là? Moi, j'ai aidé tant que j'ai pu, là. La Couronne s'est objectée à la remise en liberté des accusés. Rioux subira son enquête sur remise en liberté jeudi, alors qu'Hébert la subira vendredi. Pierre Delavoie, Radio-Canada, Trois-Rivières. Un secteur de Trois-Rivières, le bas du Cap, comme on l'appelle, fait face à un important problème de pression d'eau. Radio-Canada Mauricie a appris que le débit d'eau serait inférieur à la norme minimale exigée par le ministère de la Sécurité publique. Le piètre état des conduites à cet endroit ferait en sorte qu'une quantité insuffisante d'eau circulerait dans les tuyaux. Stéphane Dion, est-ce qu'on doit avoir des craintes par rapport aux incendies, là, par exemple? Lorsqu'on pose la question au directeur du service incendie, Francis Gobeil, à savoir si le secteur du bas du Cap de la Madeleine pourrait faire face à une tragédie comme celle qui s'est produite dans le secteur Pointe-du-Lac, eh bien, il nous répond, écoutez, on verra si jamais ça arrive. Étant donné les propos, les statistiques recueillies dans le schéma de couverture de risque, les gens à qui nous avons parlé ne sont pas alarmés, mais plutôt préoccupés par la situation. Et Nancy, ce qui risque d'être plutôt alarmant, c'est peut-être la facture totale qui sera nécessaire de débourser pour réaménager les infrastructures municipales. Cette borne d'incendie cache un problème qui pourrait avoir de graves conséquences. La pression d'eau dans le bas du secteur Cap de la Madeleine est insuffisante. Mais on sait qu'on a un problème d'alimentation, de pression d'eau dans le bas de la ville à certains endroits. C'est une zone qui est problématique. Ça se situe, si on veut, à partir de la rue Saint-Laurent, au sud de Sainte-Madeleine, aller jusqu'à la rue Notre-Dame, aller jusqu'à Massica. Ça, c'est le secteur, là, si on veut, là, où on a une problématique. Selon le schéma de couverture de risque, la pression d'eau dans ce secteur serait nettement inférieure à la norme du ministère de la Sécurité publique, ce qui signifie que le réseau pourrait être sous-performant lors d'un incendie majeur ou si 2 incendies survenaient au même moment dans le secteur concerné. Première priorité quand un incendie, c'est d'avoir de l'eau. Fait que tu ne peux pas combattre un incendie si tu n'as pas d'eau. On devra obligatoirement répondre à ces normes-là. Et je pense qu'on doit faire l'ensemble de la problématique pour s'assurer qu'on prendra les bonnes mesures pour corriger tout ça. La Ville procédera à de nouvelles analyses au cours des prochains mois. En solution de dernier recours, un projet pilote de nettoyage des canalisations sera mis en place cet été. Si ça, c'est bon, à ce moment-là, on va faire une deuxième phase avec le prochain budget, puis on va faire le tour. Sinon, si c'est pas efficace, c'est pas compliqué, c'est qu'il faut creuser, puis aller changer les tuyaux. Là, on parle de plusieurs millions. Oui, bien c'est sûr là, que si on parle de refaire toutes les infrastructures de la bas de la ville, oublie ça, là, ça doit être des millions et des centaines de millions refaire tout ça. Le directeur général de la Ville et le directeur du service d'incendie ont tous deux refusé de nous accorder une entrevue. Par ailleurs, la Ville refuse de rendre publics les indices de performance de ces bornes d'incendie. Selon le directeur de police, si de telles données étaient rendues publiques, la Ville pourrait s'exposer en cas d'incendie
à d'éventuelles poursuites. Stéphane Dion, Radio-Canada, Trois-Rivières. Vous avez une nouvelle à nous communiquer? Composez le 377-4413 pour joindre notre salle des nouvelles. Ou encore par courriel tjmorici@radio-canada.ca. Le problème des longues listes d'attente en santé est toujours très présent dans la région. Les femmes qui sont en attente de mammographie, qu'on dit diagnostic au CHRTR, doivent attendre au maximum 10 mois avant de subir leur examen. C'est 6 mois de plus qu'avant. Voici là-dessus le reportage de Karine Bastien. Les femmes en attente d'une mammographie diagnostique doivent attendre un maximum de 10 mois avant de se faire traiter au CHRTR. C'est 6 mois de plus qu'à pareille date l'an dernier. Ça a augmenté, mais il y a un paquet de facteurs qui fait que ça augmente. Il y a plus de demandes, la pénurie de radiologistes qui sévit toujours. On a eu un bris d'appareil qui a duré au moins 2 semaines, qui a fait en sorte qu'on n'a pas fait de mammographie. Contrairement à la mammographie diagnostique, la mammographie de dépistage ne nécessite pas l'intervention d'un radiologiste. Les temps d'attente pour la mammographie de dépistage sont donc beaucoup moins longs, soit 4 mois, une diminution de 2 mois par rapport à la même période l'an passé. En avril dernier, l'Agence de la santé a mis sur pied un programme temporaire pour diminuer les délais dans la région. Des patientes sont régulièrement envoyées à Québec pour subir des mammographies, soit 70 par semaine. Ça a permis de moduler les listes d'attente et surtout d'envoyer 828 femmes à Québec depuis cet événement-là. Malgré les effets bénéfiques de ce programme, les listes d'attente en Mauricie sont toujours longues pour les mammographies, ce qui inquiète le chef de l'opposition qui était justement de passage à Trois-Rivières. Un certain Jean Charest qui, durant la campagne électorale, sur cette question de la santé, comme sur d'autres, a trompé grossièrement les Québécois. Vous rappelez-vous qu'il disait, dans les jours, les heures, les semaines qui vont suivre notre arrivée au pouvoir, tout ça va être réglé? Bien, jugez-le maintenant, notre premier ministre. Par contre, Lucie Ayotte est convaincue qu'en juillet, le problème des listes d'attente en mammographie sera réglé avec l'arrivée prochaine de 6 radiologistes au CHRTR. Et puis Karine, grosso modo, là, c'est quoi le portrait dans les autres hôpitaux de la région? Bien, si on se transporte à Shawinigan, au CHCM, les listes d'attente, justement, pour les mammographies de dépistage, c'est entre 9 et 10 mois, donc c'est beaucoup plus qu'au CHRTR. Et au niveau des mammographies de diagnostic, on parle de 5 mois. Et à Shawinigan aussi, on a eu ce fameux programme où on envoyait les patientes à Québec. C'est terminé, par contre, depuis décembre, mais de la part des autorités médicales, là-bas, on nous dit que ça a beaucoup aidé, donc ça a amélioré le temps d'attente. Si on regarde à Drummondville, au niveau de dépistage, on parle de 14 semaines et au niveau des mammographies de diagnostic de 2 jours. Donc, les délais varient beaucoup de région. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie. Au revoir. Revenons maintenant sur le passage de Bernard Landry devant la Chambre de commerce de Trois-Rivières. Ce midi, il a parlé santé, bien sûr, on vient de le voir, mais aussi beaucoup d'économie. Pour illustrer sa vision de l'importance de l'intervention de l'État dans le développement économique, M. Landry a fait référence à Kruger-Wayagamack à Trois-Rivières. Il a salué la relance de l'usine et l'a attribué aux efforts communs du privé et du public. Dans un contexte de libéralisme et de laisser-faire, ça sera un désert aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Et un bon mélange d'entrepreneurs privés, Kruger, de Société générale de financement, fait que vous avez des gens qui gagnent leur vie à Kruger-Wayagamack. Honorablement, avec une technologie avancée, on dit que c'est un des meilleurs moulins de sa catégorie au monde. C'est ça, respecter l'entreprise privée, puis croire aussi à la solidarité et à l'action collective. La police de Trois-Rivières est intervenue cet avant-midi à la résidence Carpe Diem, boulevard Saint-Louis. C'est une résidence qui traite les gens atteints d'Alzheimer. Une odeur de gaz a été décelée par les propriétaires. On n'a pas voulu prendre de chance. Les pompiers et des employés de Gaz Métro se sont rendus sur place pour faire des vérifications et pour déceler une fuite de gaz mineur à l'extérieur de la maison. Personne n'a été évacué. La protectrice des usagers en matière de santé et de services sociaux au Québec réagit au fait que la commissaire aux plaintes du Centre de santé de Trois-Rivières soit la conjointe du directeur général intérimaire de l'établissement. La protectrice des usagers, Lise Denis, dit n'avoir reçu aucune plainte à ce sujet et ne voit pas de problème à première vue. Elle croit que le potentiel de conflit d'intérêts semble notamment réduit par le fait que le directeur doit bientôt quitter son poste.
De nos jours, vous en conviendrez, c'est assez difficile de se passer d'un ordinateur. Dans la région, par exemple, 45 des gens sont branchés à Internet. Les jeunes, bien sûr, en sont très, très friands et il n'est pas toujours facile de les débrancher. Pierre Sauvé a rencontré une famille bien branchée, vous allez voir, qui a su établir son code de conduite. Elle a 14 ans, un ordinateur dans sa chambre et des dizaines de contacts virtuels. Ben, j'y vais à chaque soir, là. À part, ben, j'ai des pratiques de basket souvent puis des games, là. J'allais genre 2 heures par soir avant, puis là, ben, je vais genre plus souvent, là. Salut! Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je te fais joindre. Lui a 10 ans et dans sa chambre, il a son propre ordinateur. Il joue à des jeux en réseau et se connecte régulièrement à des sites de clavardage. Les enfants, venez manger! À l'étage, les parents préparent le souper et lorsque personne ne monte, ils déconnectent à distance l'ordinateur des enfants. C'est très rare, mais que c'est arrivé parce que on appelait pour souper, puis ça venait pas, puis on ne voulait pas décrocher, puis attends une minute, puis on a fini par dire « OK, d'abord, on fait un petit contrôle, puis on a coupé l'Internet. » Avec Internet, établir des règles est essentiel. Pas d'échange d'informations personnelles, pas de rencontres avec des étrangers. D'abord, les portes ne sont pas fermées dans les chambres. On s'organise pour arriver dans la chambre puis voir un petit peu ce qu'ils font. Je pense qu'ils sont à l'aise aussi. Ils ne donnent pas l'impression de cacher quoi que ce soit. Et lorsque les parents ne sont pas là, il existe des logiciels pour les remplacer. Des programmes qui débranchent Internet aux heures voulues et qui restreignent l'accès à certains sites. C'est qu'à cette heure-là, dans ce cas-là, c'est midi et 1 heure, on coupe le lien automatiquement. Il y a d'autres contrôles qui peuvent être faits aussi. C'est au niveau des sites fréquentés. En fin de compte, tout ce qui est généralement coupé, c'est nudité, toutes ces choses-là, on est capable de les éliminer. Pour ce professeur d'informatique, le contrôle parental est essentiel, car Internet n'est pas sans danger, surtout sur les sites de clavardage. Comme dirait mon ami Bill Gates, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu ne sais pas qui peut pénétrer. C'est ouvrir la porte. La surveillance parentale est obligatoire, mais il faut aussi faire confiance. Une multitude d'informations sur le contrôle parental est disponible sur Internet. Pierre Sauvé, Radio-Canada, Trois-Rivières. Comment les Lafleur sont-ils devenus multimillionnaires? Au 3e jour du témoignage de Jean Lafleur devant la commission Gomery, on apprend qu'il donnait des contrats à son fils sans soumission et qu'il se prenait une commission au passage. Oui, j'ai le souvenir. Jour 3 du témoignage de Jean Lafleur. Il retrouve peu à peu la mémoire sur certains événements précis, comme les sous-contrats accordés à son fils Éric par le biais de son entreprise.